J'aime beaucoup réfléchir à comment fonctionne le vivant, qu'est-ce que la vie, on en reparlera. Et on va voir que de mieux comprendre, de mieux ressentir, du coup on arrive mieux à agir, notamment sur ce corps humain qui est souvent malmené, de plus en plus malmené, et beaucoup parce qu'on ne respecte pas la notice. C'est-à-dire on ne met pas les bons ingrédients dans l'assiette, on ne va plus bouger. On le sait maintenant que regarder sa télé et puis faire de sport est un haut facteur de comorbidité. On sait aussi maintenant que mal manger, c'est un haut facteur de comorbidité. Puis maintenant, depuis quelques années, on rachète la troisième couche, le mal pensé, c'est-à-dire qu'on va mettre de la peur dans la pensée humaine. Et là, du coup, c'est génial, on a une belle épigénétique défavorable. Donc c'est bien, peut-être qu'il fallait le comprendre pour se dire, et si on inversait un peu le sens du vent? Alors le sens du vent, non, on ne peut pas inverser le sens du vent, mais on peut faire demi-tour avec son vélo. Et ça, c'est une bonne métaphore que j'aime utiliser. Quand on a 20 ans, 30 ans, pédaler face au vent, ça ne nous pose pas de problème. 30 ans, on n'arrive plus à faire la fête tous les soirs. C'est déjà une première phase, c'est un gros changement majeur dans la vie d'un adulte. C'est qu'à 30 ans, on ne peut plus faire nuit blanche et travailler en même temps. À 20, 25, c'est pas de problème. Même des fois, je me souviens toujours quand il y a des salariés, ils sont même en forme parce qu'ils ont été en boîte de nuit toute la nuit. Et ça, c'est 20, 22 ans. Donc 30 ans, on commence à se dire, tiens, il y a quand même du vent qui souffle. Mais je continue à pédaler dans le même sens, c'est important parce que du coup, 40, 50 ans, le vent est plus fort? Non, mais j'ai l'impression qu'il est plus fort. Et puis arrive 50, 60 ans, et si on mettait le vélo dans l'autre sens? Et là, on s'aperçoit qu'on fait toujours du vélo, on parcourt autant de kilomètres, mais c'est beaucoup plus facile. Donc après, libre arbitre à chacun de faire demi-tour avec son vélo, de comprendre déjà de comprendre qu'il y a du vent qui souffle. Et ça, on ne l'explique pas sur cette gestion de la crise de ce virus, ce fameux virus. On n'a à aucun moment, ou très peu, moi je ne l'ai pas entendu, il faut dire que je n'écoute pas beaucoup les médias, je n'ai pas entendu parler qu'il y avait des conditions de vie qui pouvaient être bénéfiques, notamment bouger. Vous savez, à un moment, on a enfermé les gens, on n'a plus le droit de faire du sport. En pleine forêt, vous preniez un procès parce que vous allez en pleine forêt. Vous voyez, on est à l'inverse, alors qu'on aurait dû dire aux gens, effectivement, moi je sais que je pratiquais à l'époque du sport en salle, mais franchement, il y avait zéro malade dans les salles de sport, parce que du coup, ça bouge, et pourtant, on avait les mêmes appareils transpirants, pas désinfectés à l'époque. Enfin bref. Donc la première partie, très importante, de comprendre que le vivant suit des règles, et que quand on met les règles et qu'on les réinstaure, et c'est ce qu'on va voir pendant ces 2 jours ou 4 jours, je vais vous rappeler beaucoup les règles qui font que le corps repart dans le bon sens, et que d'un coup, ça devient plus facile. Et puis après, il y a une deuxième notion qui est encore ancrée dans nos cerveaux, dans notre pensée, c'est que la nature, elle est dangereuse. C'est Darwin, c'est la sélection des espèces, c'est les plus forts qui ont gagné. Et puis surtout, on est en train de dire, mais les plantes, chaque fois que je fais des interventions, j'étais encore pareil devant il y avait un journaliste, un médecin, on était 3, on était dans un plateau, mais les plantes ne sont pas dangereuses, la digitale. Je dis, si, oui, il y en a, mais c'est pas beaucoup, Et après, je dis surtout, l'homme, il est fait de nature, on est fait de nature, c'est ce qu'on va voir sur cette partie-là. En fait, notre corps, c'est le fruit de l'évolution de la vie sur Terre, et peut-être que le corps humain, je ne parle pas de la conscience humaine, mais le corps humain, c'est peut-être le fruit de quelque chose de plus élaboré sur Terre, mais dans tous les cas, nous, en fait, on va fonctionner au niveau cellulaire de la même manière que les plantes. Si vous allez regarder, c'est ce qu'on va faire sur les prochaines diapos, on va aller au cœur d'une cellule. Quand on regarde une cellule fonctionner, c'est le même langage au niveau des plantes et des hommes. Et c'est pour ça que ce langage, il est très fin, très subtil, et qu'en même temps, quand on va utiliser des plantes, et quand on a des plantes qui sont bien cultivées, bien produites, et bien récoltées, et bien extraites au niveau des principes actifs, cette connaissance, ce langage, il est dans le produit qu'on va utiliser. À l'inverse, on peut aussi essayer de recréer un langage artificiel. C'est les médicaments allopathiques. Le problème, ils ne sont pas très subtils, donc du coup, ils ont beaucoup d'effets secondaires. Parce qu'ils vont forcer, ils vont contraindre le corps à fonctionner dans une certaine... Donc du coup, on va être anti quelque chose. Anti-cholestérol, anti-inflammatoire, anti-hypertenseur, on va à chaque fois être contre quelque chose. Alors qu'à l'inverse, si vous allez voir, si vous appliquez l'usage des plantes, des hydrolats, des huiles essentielles, on est pour quelque chose.
On est pour que ça se fonctionne mieux. On est pour que l'intestin se régule. On est pour que le cerveau soit avec une régulation, une physiologie équilibrée. On est pour les choses. Et ça change tout. Ça change tout parce que du coup, il n'y a pas d'effet secondaire. Parce que vous rééduquez le corps à mieux fonctionner. Vous avez le résultat parce qu'il fonctionne mieux. Mais en même temps, ça va de mieux en mieux. Et donc, quand on a soigné un rhume ou une pathologie infectieuse avec les plantes, non seulement on a été plus efficace, pour moi, avec mon expérience de 20 ans de plantes, on a été plus efficace par rapport aux antibiotiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre d'antibiotiques. Hein. Des fois, justement, on peut cumuler les huiles essentielles et les antibiotiques, ça va très bien ensemble. Mais souvent, moi, dans mon expérience de conseil de pharmacien, c'est-à-dire là où il n'y avait déjà pas d'antibiotiques, on vient de voir pour un rhume, et pourquoi les gens revenaient me voir? C'est parce que l'hiver d'après, ils se souvenaient que ça marchait bien, que ça marchait vite, et surtout que derrière, ils étaient bien. C'est ça la différence. À l'inverse, vous avez un enfant, vous lui donnez un premier antibiotique, derrière, déjà, souvent, il y a une mycose qui arrive, puis après, 3 semaines, 1 mois après, pouf, il est à nouveau malade. Et vous redonnez un autre antibiotique. En même temps qu'on donne un antibiotique, antibiose contre la vie, vous allez diminuer la biodiversité intestinale. Donc, vous voyez que je vous dis que c'est important, on le diminue. Par contre, si vous prenez des plantes, jamais vous allez diminuer la biodiversité intestinale. Donc, on voit bien que c'est du gagnant-gagnant à l'utilisation des plantes. Donc de la plante à l'homme, c'est de montrer qu'on est fait de l'histoire de la vie sur Terre. Et là, vous avez l'hémoglobine. Donc vous voyez la structure biochimique de l'hémoglobine. Là, il y a du fer au milieu. Et là, on a la chlorophylle. Donc vous regardez que le premier noyau, là, c'est vraiment, quand je vous parle d'alphabet, c'est la même chose. On a la même chose. Là, on a du magnésium. S'il y a du magnésium, au niveau couleur, on va être plutôt vert. S'il y a du fer, au niveau couleur, on va être plutôt rouge. Pour ça, quelqu'un qui a une anémie, il perd de la couleur, il devient moins rouge. Si jamais on avait du cuivre, c'est le cas des pieuvres, eh ben on est avec un sang violet. Mais tout ça, c'est sur une même base. Donc déjà, de comprendre un des premiers mécanismes de transfert de l'oxygène dans le corps, de la plante ou du corps humain, c'est déjà une structure identique. Après, ça c'est assez agréable à regarder. C'est maintenant, on a des images qui nous montrent comment fonctionne une cellule à l'intérieur. Donc là, on est sur les mitochondries. Tout le monde connaît les mitochondries? Non, tu me dis stop hein, quand tu... Alors les mitochondries, c'est intéressant parce que ça traduit bien l'évolution de ce qu'est la vie sur Terre, de ce qu'est l'homme. C'est les premières bactéries qui sur Terre ont été capables d'être indépendantes. Elles se sont dit à un moment, moi je vais être capable de fixer, de créer de l'énergie disponible plus tard. Donc dans chaque cellule du corps humain, nous avons ces bactéries qui sont devenues à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de chaque cellule. Et en fait, ces organismes, les mitochondries, donc là on est dans une cellule humaine, vous avez plusieurs mitochondries qui ont leur propre ADN, c'est normal, c'était des bactéries à l'époque, et elles vont être capables, c'est ce qu'on va voir, on va rentrer dedans, de fabriquer de l'ATP, donc de l'énergie hautement disponible plus tard pour faire par exemple 2 jours de stage. Alors, vous êtes bien d'accord que je suis allé grignoter, mais j'aurais pu ne pas aller grignoter. Je respire, mais à un moment, j'ai une autonomie de fonctionnement qui est liée à ces mitochondries. Elles sont très importantes et pour bien vous montrer qu'elles sont différentes du corps humain, sachez que maintenant, on peut faire des bébés à 3. On peut faire plein de choses maintenant. Hein. Tout est possible avec Internet, mais on peut faire des bébés à 3. 2 mamans, 1 papa. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines maladies où la maman elle est porteuse d'une anomalie mitochondriale. Alors, on va prendre l'ovule de la maman, on va enlever les mitochondries qui sont dedans, et on va prendre les mitochondries d'une autre maman. On prend cet ovule, on prend le spermatozoïde du papa, qui vient féconder l'ovule, et on a bien fait un bébé à 3. Donc bien comprendre que ces mitochondries, elles sont bien là dans nos cellules, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont vraiment une indépendance par rapport à notre ADN. Et ça, c'est intéressant à comprendre, puisqu'on va aussi en parler, c'est qu'il y a le même mode de fonctionnement, ça c'est ce qu'on sous-estime complètement, entre le microbiote et la cellule humaine. Et maintenant, on le sait, je vous le remontrerai plus tard, c'est que les microbes qu'on a dans le ventre vont être capables d'envoyer
maintenant vous êtes tous experts, il y a un an vous ne l'étiez pas, de l'ARN messager à nos propres cellules. Donc l'invention de l'ARN messager, ce n'est pas du tout nouveau, c'est-à-dire que le corps humain en bonne santé, c'est des bactéries qui n'arrêtent pas. Mais ça, le problème, c'est qu'on n'arrive pas encore à comprendre. On sait juste dire maintenant, il faut beaucoup de bactéries dans l'intestin pour avoir beaucoup d'ARN qui soient capables de modifier le comportement de nos cellules. C'est ce qu'on essaie de faire maintenant de manière artificielle. Mais ce qui est intéressant aussi, ce qu'on sait, c'est que si on n'a pas les bonnes bactéries, on n'aura pas les bons ARN messagers qui vont modifier le fonctionnement de nos cellules. C'est pour ça qu'il y a vraiment un lien entre l'homme et ses mitochondries, il y a un lien entre l'homme et les bactéries que nous avons en nous et sur nous. Et tout ça, comment est-ce que ça s'équilibre? Par les plantes, que par l'environnement. C'est pour ça qu'on pioche quand on n'est que dans le chimique. Tout ça, on le sous-estime alors qu'on est à la base du fonctionnement du corps humain. Maintenant, on reste dans la cellule humaine. Et c'est à ce moment-là, quand on va rentrer, là, on est au niveau des acides aminés, des protéines. Et là, on est dans le cœur du fonctionnement de ce mitochondrie. Là, vous avez les noyaux de cholestérol, vous avez ces protéines. Et là, à ce niveau-là, c'est universel. Que ce soit une limace, une pieuvre, un corps humain, vous pourriez tout filmer, ça serait pareil. Donc là, on est bien à l'intérieur d'une mitochondrie qui est à l'intérieur d'une cellule. Et c'est de là qu'on va retirer. Vous voyez là, il y a de l'ADP qui est en train de se transformer en ATP, c'est-à-dire... Et ça, c'est important parce que c'est de comprendre, pour ça que les huiles essentielles et les hydrolats, elles ont un pouvoir que n'ont pas l'allopathie. C'est que quand vous allez l'appliquer, c'est tout ça tout d'un coup qui fonctionne mieux. Pourquoi quand vous mettez de l'immortel, tout d'un coup le bleu il disparaît beaucoup plus vite? Pourquoi la cicatrice elle va être 30 à 40 ou 50% plus rapide que si vous n'en mettez pas? Tout simplement parce que tout ça fonctionne de manière beaucoup plus cohérente. Et puis là, pour faire le lien avec la nourriture, quand on parle des corps gras, des oméga 3, des oméga 6, tout ça, ça parle, les oméga 3, oméga 6, tu parles? Tu comprends? Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez qu'ils sont là, les oméga 3, les oméga 6. Là, et vous regardez sur cette vidéo, on voit que c'est vivant, les parois d'une cellule. C'est doit être mobile. Imaginez que vous mangiez les mauvais corps gras, des choses qui soient saturées, par exemple, dans la nourriture industrielle. Vous avez trop d'oméga 6, c'est-à-dire vous avez en fait des corps gras qui vont être en surnombre d'un certain type. Et bien en fait, on va comprendre que là, c'est la réserve de la cellule et que les corps gras qu'elle va utiliser pour fermer ces neuromédiateurs qui sont anti-inflammatoires ou les médiateurs qui sont inflammatoires, puisqu'on en a besoin, elle va se servir de ce qui est stocké là. Et qu'en même temps, les grosses molécules qui doivent s'incruster dans une paroi cellulaire pour avoir une fonction, ça peut être aussi le cholestérol qui va se mettre à cet endroit-là, si jamais je n'ai pas les bons corps gras, ça ne va pas fonctionner. Donc tout ce qu'on va voir dans les secondes qui suivent ne marche pas, ne marche plus chez quelqu'un qui mange des graisses saturées, qui va se nourrir qu'en supermarché et qui surtout est en déficit d'oméga 3. Et là, vous avez 98% de la population. Et pourtant, on est dans le cœur du fonctionnement de la cellule. D'où l'intérêt dans les pharmacies ou dans les magasins d'aider les personnes à aller en complémentation, reprendre ce dont le corps a vraiment besoin pour ce qu'on va voir fonctionne. Donc ça, c'est l'ADP, et grâce à un processus chimique, physique, électronique et électromagnétique, en fait, tout ça se crée. Et là, vous voyez, ça, c'est les parois cellulaires, vous voyez comment tout est mobile. Donc ça, c'était la fameuse mitochondrie que nous avons dans chacune de nos cellules. Et ça, maintenant, arrive, c'est une même vidéo, c'est fait par l'université de Harvard. Et en fait, là, on va voir avec maintenant cette histoire de rapidité à laquelle ça fonctionne. Là, on va voir, en fait, c'est une vidéo qui est un peu plus récente, et on va voir effectivement comment la cellule fabrique des protéines, ou elle va être capable de fabriquer des neuromédiateurs, de la sérotonine justement, donc ça part du cœur de la cellule.
Donc là, on va rentrer dans une cellule. Là, on est au niveau des neurones. Vous voyez que l'énergie circule. Et là, on va rentrer à l'intérieur de la cellule. Donc là, c'est la paroi cellulaire. On rentre par un petit trou. Et là, on est à l'intérieur d'une cellule et arrive cette fréquence vibratoire qui fait que la cellule s'organise, transforme, fabrique avec une rythmicité qui fait qu'il y a quand même une information qui est subtile, qui existe, que chaque cellule, à chaque seconde, nous avons des millions de cellules dans le corps humain, toutes les cellules de François Tournet sont dans l'état comme ça intérieur. Ça se voit pas, hein, mais j'ai pas l'air comme ça, mais en fait, je devrais être... Donc tout ça, c'est au niveau des protéines, on est vraiment de la structure de la vie, du vivant. Et là, c'est là où existe ce qu'on appelle le travail fantastique de la nature, où rien ne se perd, tout se transforme. Quand on explique que le corps humain se refait d'année en année, c'est-à-dire que vous voyez que tout ça est en train, on va être capable de recycler. Là, vous avez par exemple le microtubule. Tout ça, vous voyez que ce sont des protéines les unes à côté des autres. Et les microtubules, c'est ce qui donne la forme de la cellule. C'est ce qui va donner son squelette. Un microtubule, il n'arrête pas de se construire que de se détruire. Et on a constaté que, par exemple, les plaques qui se déposent dans le cerveau des Alzheimer, ce sont les microtubules qui se détruisent mais qui ne se reconstruisent pas. En fait, c'est ça. Une pathologie arrive quand il y a déjà un déséquilibre au niveau cellulaire. Donc là, en fait, le protein packing, c'est-à-dire que là, on est en train de voir que la cellule se sert de ce squelette intracellulaire pour aller relarguer une molécule qu'elle a produite pour aller la sortir et la mettre dans le contenu extracellulaire. Vous voyez, donc ça, c'est intéressant, c'est ce que j'appelle la danse de la vie. Et en fait, c'est ça, tout se coordonne comme s'il y avait une chorégraphie subtile qui organise tout ça pour savoir que la cellule-là, en même temps, est au courant qu'une autre cellule fabrique autre chose. Ou alors, elle est au courant qu'une autre cellule a besoin d'un neuromédiateur dont elle a besoin. Tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, En fait, on ne devrait pas vieillir, alors. Exactement. D'où les techniques des Égyptiens où il paraîtrait que quand on met tout en œuvre, l'espérance de vie, elle n'est pas du tout d'une centaine d'années, mais de bien plus. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ces vidéos, j'aime le temps de montrer, c'est qu'en fait, c'est de comprendre que le corps humain, imaginez, c'est une société dans laquelle il n'y a pas de chef. Et qui fonctionne normalement très bien. C'est quand même beau comme projet, parce qu'on a tous envie d'avoir une vie dans laquelle on n'a pas quelqu'un qui nous dit quoi faire. C'est quand même intéressant de comprendre que le corps humain, ou alors une plante, ou alors un animal, c'est un organisme vivant qui fonctionne en autonomie, en lien avec l'environnement extérieur, sans chef et sans consigne. C'est-à-dire que chaque cellule, chaque individu de cette société, c'est instantanément le meilleur comportement qu'il a à avoir pour qu'il y ait la meilleure harmonie possible, à la fois dans l'organisme et autour de l'organisme. C'est quand même beau ça. Et ben en fait, et c'est là, et je passe du temps, mais vous allez voir que du coup ça nous conforte dans l'utilisation des plantes. La plante, là, elle est royale. C'est-à-dire que quand j'utilise des plantes, c'est tout ça que je remets en place. C'est cette cohésion entre les différentes cellules, c'est cette manière de fonctionner au niveau cellulaire de manière cohérente qui se remet en place. Tout ça, vous ne pouvez pas l'avoir avec une connaissance qui n'a que 50 ou 60 ans, la médecine de synthèse. Qu'est-ce qu'on a appris de ce langage? On est encore ignorant de comment ça fonctionne. Là, on est capable de le numériser, de le montrer, mais qu'est-ce qui explique qu'à un moment, la cellule de mon petit doigt de pied fonctionne en même temps que la cellule de mon oreille gauche ou de mon cerveau, avec la même volonté de faire la même chose, en fonction de l'environnement reçu. Tout est lié. Et quand on comprend ça, et ben là, vous allez voir que la plante, remis dans ce contexte où, par la conscience du soignant, je réintègre tout ça dans le conseil que je donne, dans la prescription que je fais, c'est tout qui revient. Parce que ce qui est important, c'est que la conscience humaine, elle est capable d'avoir des petites boîtes magiques, vous savez, les petites poupées russes. Vous donnez un remède, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben dedans, il y a plein de choses que vous avez acquis en tant que soignant ou conseiller, et que vous redonnez sans le dire. C'est le non-verbal. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas encore à démontrer par les études qui sont les doubles aveugles, tout ça ne serve à démontrer qu'un médicament
est plus ou moins toxique par rapport à un autre. On n'est pas du tout dans une approche de démontrer qu'on est de plus en plus en harmonie avec le vivant. Tout ça, ces études ne fonctionnent pas sur l'homéopathie, sur les médecines à petit global, de vision globale, parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que tout ça n'est pas mesuré pour l'instant. Mais ça va venir. Il y a plein de choses qui permettent de le mesurer. On en reparlera si on a le temps. Mais ce n'est pas encore utilisé comme étude de référence. Donc en fait, on a une harmonie physiologique entre les constituants de la plante et l'organisme humain. Donc on a des aspects majeurs qui fait que les constituants d'origine végétale issus du vivant présentent une certaine analogie de structure moléculaire, spatiale, forme 6, forme trans, c'est pour ceux qui connaissent, avec ceux de l'être humain. Il en est de même avec les différents phytohormones, c'est-à-dire qu'en fait, les hormones que contiennent une plante pour avoir une croissance, pour avoir une régulation en fonction des saisons, communiquent réellement avec la cellule humaine. Les phytoœstrogènes, les hormones cortisone-like, les plantes cortisone-like qui vont aider notre foie, nos surrénales à mieux fonctionner, tout ça existe réellement avec vraiment une information qui est transmise à la cellule qu'elle va recevoir, mais ce qui en même temps, c'est on parle le même langage. Ce n'est pas les individus sur la tour de Babel qui, par un moment, vont avoir une compréhension différente de la vie. Et donc, un Japonais qui parle à un Français, vous comprenez rien. À un moment, vous regardez dans les yeux, sourire, mais on n'est pas dans l'information subtile. Enfin, si, du regard, mais pas dans la transmission fine. Par contre, là, quand on est avec une plante qui parle à une cellule humaine, oui, il y a tout ce que l'on sait, mais surtout tout ce que l'on ne sait pas. L'avantage, c'est que l'historique de l'utilisation, l'intuition de nos ancêtres a choisi la bonne plante pour le bon remède. Et tout ça est dans le package. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de risque. Parce qu'effectivement, ça fait quand même des millions d'années. De quoi on va parler pendant 2 jours? De verveine citronnée, de basilic, de coriandre, d'origan, de sarriette, de pin. Ouais, c'est pas des trucs toxiques, quoi. Et pourtant, avec ça, on va faire des miracles. Alors en fait, oui, les plantes sont dangereuses, mais est-ce qu'à un moment, dans une formation de soins avec les plantes, on va parler de digital? Non, jamais. On va vous dire de ne pas les utiliser. Parce que la digitale, on va utiliser la digitaline, parce que du coup, on va concentrer un principe actif de la plante pour aller agir sur une personne sur laquelle on va vouloir modifier ses battements cardiaques, mais sans à aucun moment agir sur tout l'environnement et tout ce qui fait qu'à un moment, son cœur ne battait pas de la bonne manière. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et donc, du coup, la phyto et l'aroma, c'est ça. Après, il y a une autre notion, et après on revient sur du plus concret, c'est, à votre avis, quel est le rapport entre une carte de crédit et la galaxie? Ah, ça peut être ça, oui. La carte de crédit, elle est infiniment remplie ou pas infiniment. Je vous donne un indice. Nombre d'or, exactement. Et donc, en fait, on a au niveau du vivant, et ça est intéressant ce concept à avoir, on a une trame qui dirige et qui organise toutes ces molécules et tous ces atomes dans la structure, dans leur forme, et cette trame, elle est dans le cloud. Tous nos téléphones sont rien s'il n'y a pas le cloud. Dans le cloud du vivant, il y a la vie. Pour moi, la vie, elle est présente partout, même là où il n'y a pas de vie. Quand on est en haute montagne, la vie, par son information, est présente. Mais c'est parce que les conditions ne sont pas propices à la vie qu'elle ne s'exprime pas. Mais pourtant, vous êtes dans une zone où, du coup, il n'y a pas l'outil pour recevoir. Donc, en fait, le nombre d'or, c'est de comprendre que tout ce qui est d'origine vivante est fait selon des structures atomiques qui est la même. Et du coup, qui dit structure atomique la même, dit structure énergétique la même, et donc transformation, conduction et portage de l'information, c'est vraiment la même chose. En fait, le vivant, c'est de la matière, mais pour que le vivant se construise, il faut qu'il reçoive une information, et pour que l'information soit reçue, il faut que ce soit les bonnes fréquences. Et le vivant est propice à la transmission de cette information. Par contre, la synthèse, elle passe à côté. Elle amène une information matérielle au corps humain, mais elle n'amène pas l'information subtile. Et donc, effectivement, de comprendre qu'entre l'ADN, une galaxie
ce chou ou le visage humain, en fait, tout est fait selon le nombre d'or. Et là, il y a une petite vidéo qui le montre bien. Mais vous en avez sur Internet, vous tapez sur YouTube ou Dailymotion le nombre d'or. Il y a plein de belles vidéos, j'en ai revu une autre hier, je n'ai pas eu le temps de changer, qui était sympa. Donc ça, c'est sur la suite de Fibonacci, mais en fait, c'est la même chose, c'est le nombre phi. Donc en fait, c'est aussi, il y a certains qui disent que tout est mathématique, et c'est à la fois vrai, puisqu'on va dans la structure du vivant. Mais cette vidéo, je trouve qu'elle illustre bien en fait cette harmonie de constitution à la fois du végétal, de l'animal. Et c'est aussi pour ça que quand vous allez apprendre à reconnaître des plantes, vous regardez qu'une plante ne pousse jamais au hasard. Vous allez avoir une opposition des feuilles. Vous allez avoir en fait, à un moment, la cellule qui sait qu'elle va devenir une branche, c'est celle-là qui va devenir la branche et pas celle d'à côté. Je vous ramène à l'école avec un peu de mathématiques. Dans le fameux nombre d'or, 1,618. Avec un angle qui est extrêmement important au niveau de la phyto, c'est que vous allez voir que, là on va avoir une belle illustration, mais que les plantes sont tout construites selon ce nombre d'or. Et c'est pour ça qu'on va retrouver une harmonie dans la constitution, par exemple, d'un tournesol. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que quand la cellule qui va permettre de créer la feuille ou la graine, à un moment, ce n'est pas n'importe quelle cellule, c'est celle qui est là au bon endroit. Et on retrouve ce qu'on pourrait faire avec un compas. Donc la cellule qui va permettre de construire la fleur, on voit bien que celle qui est là, elle ne va rien faire. Celle-là va permettre d'avoir une excroissance. Maintenant, on change de règne. Et donc en fait, la meilleure métaphore que je peux avoir, c'est pas une métaphore, c'est une expérience que vous pouvez faire et qu'on a du mal à partager avec des personnes qui n'ont pas travaillé avec les plantes, c'est le miel. Et on en reparlera des soins et des plaies au miel, mais là, le miel, vous savez comment est-ce qu'on peut faire l'expérience d'un miel produit par les abeilles et un mélange que sont capables de faire notamment dans les pays asiatiques, une espèce de mélasse de sucre qui ressemble au miel. Vous connaissez l'expérience ? Alors ça marche à chaque fois. Et là on parle de quelque chose de subtil, c'est que si vous mettez une cuillère de vrai miel dans un gros saladier, vous mettez une cuillère de miel et vous mettez au-dessus un petit peu d'eau pour qu'il y en ait suffisamment et que ça le recouvre. Et que vous allez faire tourner comme ça le saladier tout doucement. En fait, vous allez avoir le miel qui dessine la trace des alvéoles. Il fait ces mêmes formes qu'on vient de voir sur l'œil de la libellule. C'est en fait, vous avez des hexagones qui se créent comme ça dans le miel. C'est des cellules ou la même forme que de la ruche, mais en fait, si vous faites avec un sucre recomposé, ça ne se fera pas. Ça va se diluer de manière complètement floue, et que le miel, lui, va vous créer des hexagones. Donc il y a bien, en fait, quelque chose de naturel qui est capable de reproduire quelque chose de subtil qu'il contient, puisque
les molécules de sucre ne vont pas se dissoudre de manière aléatoire. Et là, on voit bien qu'entre un produit naturel et un produit de synthèse, il y a quand même une information qui n'existe pas sur le produit de synthèse. Ça, c'est ce que j'essaie de traduire, c'est que quand on a une molécule de synthèse, mais bien sûr qu'elle est efficace dans certains cas, parce que du coup, on n'arrive pas à mettre tout en place au niveau de l'environnement, au niveau de l'origine ou au niveau d'un organe qui est déjà bien abîmé, la synthèse, elle est puissante, elle est efficace, mais elle n'est plus porteuse de choses subtiles. Et c'est pour ça que souvent, ça c'est le paradoxe, c'est dès que vous rentrez dans une mise en place de soins allopathiques, souvent, vous le voyez, enfin moi c'était mon expérience, en fait c'est une espèce de fuite en avant. Hein. On va avoir la personne, elle va prendre un premier médicament pour l'hypertension, et puis forcément 2 ans après, elle aura toujours un seul médicament, mais dans lequel on a mis 2 molécules. Et puis 2-3 ans après, on va lui mettre un autre médicament dans lequel on a à nouveau 3 molécules. Puis après, on va lui mettre 2 médicaments. On a une espèce d'hyperpuissance qui s'installe, et comme on n'a pas changé le pourquoi, donc ça c'est ce qu'on verra plus au niveau 2, mais pourquoi il y a de l'hypertension, alors que l'hypertension de quelqu'un qui a 35, 40, 50 ans qui se met en place, vous êtes sûr de réussir à ce qu'il n'y en ait plus si vous changez les paramètres. Et bien sûr avec les plantes, parce que là on a besoin des plantes. Donc en fait, tout ça pour revenir, vous voyez, on a une histoire entre l'homme et la plante, et j'ai envie de dire, on est peut-être dans une période assez courte où on a oublié ça. Et on a pensé que la puissance était suffisante. Mais on le voit bien sur cette première partie, on voit bien qu'on n'arrive pas à contrôler ni les allergies, ni l'obésité, ni le cancer, ni toutes ces maladies infectieuses qui arrivent maintenant. On est dans une espèce d'impuissance et toujours persuadé que c'est encore plus de puissance qui va nous permettre de nous en sortir. Pour moi, c'est un mécanisme qui appartient au passé. Et le passé, qu'est-ce qu'il nous disait? Qu'en fait, très rapidement, on était là, moins 2, moins 3000 ans, on utilisait des plantes, on utilisait le minéral, on utilisait aussi des organes animaux, des organes d'animaux. Il y avait plus de 700 drogues différentes, 1500 recettes de préparation complexes. On faisait des décoctions, c'est-à-dire on allait faire bouillir ces choses pour avoir une extraction. On faisait des macérations, c'est-à-dire que là on a fait la même chose, on met au contact, mais on ne va pas faire bouillir. On a des tisanes, on a utilisé les fumigations. Il y avait déjà des collyres, des gargarismes, et ça on en reparlera parce que je suis le spécialiste, les suppositoires. Le suppositoire est une voie royale. Alors pour ceux qui sont pharmaciens, il y a des trucs spectaculaires qui se passent, notamment sur les problèmes ORL. Le suppositoire, alors il était déjà utilisé 2000 ans avant Jésus-Christ. On ne l'utilise plus maintenant. Moi, je suis un gros défenseur du suppo. Vous ne pouvez pas imaginer comment on sort les gens d'une bronchite, d'un problème d'insuffisance respiratoire. Toutes les personnes que j'ai pu aider ces derniers mois, ça marche en 12 à 48 heures, quoi. Vous remontez la SAT, c'est assez intéressant. Donc en fait, on voit bien que tout ça se transmet, et puis là, 1700, arrive aussi la Renaissance. La Renaissance, je pense qu'on est à la fin de cette période, il y a 500 ans, l'homme découvre qu'en fait, peut-être il y a un autre de pensée où on pourrait se libérer de cet endoctrinement religieux dans lequel on était. Le cosmos des Grecs, c'est on ne touche pas à la nature, tout à sa place. Le Tao nous transmet qu'on ne va pas rallonger les pattes des canards. On ne va pas raccourcir les pattes des cigognes, nous dit le grand maître Tao. C'est-à-dire on ne va pas agir sur ce qui est en place. La vision des Grecs était la même. Tout dans l'univers a sa place. On ne cherche pas à changer quelque chose que sa place. Ça, c'est une vision qui porte l'humanité jusqu'à la Renaissance. Et à la Renaissance, on découvre qu'on est capable de faire des trucs qui fonctionnent plutôt bien au début. C'est l'industrialisation, les connaissances qui arrivent au niveau médical, et on s'aperçoit qu'on est hyper puissant et qu'on va, jusqu'à maintenant encore, penser que l'homme, par sa connaissance, va solutionner le problème actuel sans utiliser les connaissances anciennes, mais c'est quelque chose de nouveau qui va nous sortir du pétrin dans lequel on est. Et donc arrive en même temps cet essor fabuleux, début du 19e, l'aspirine, les premiers antibiotiques fantastiques, hyper puissants. Et donc voilà, ça c'est l'utilisation classique. Donc là, pareil, je vous remets qu'effectivement, on voyait bien que 2200 ans, c'est les tablettes sumériennes, on a déjà l'utilisation de la myrrhe, du chanvre, du thym, du saule.
Et moi, c'est vrai que quand je suis sorti de la faculté, je pensais que tout ça, c'était du passé. C'était bien et maintenant, on avait beaucoup mieux. Intéressant, hein, on va le voir, puisqu'on parle d'huile essentielle et d'hydrolat, c'est qu'il y a mélangé au vin ou à la bière, c'est comment est-ce qu'on va rechercher les principes actifs de la plante pour les transmettre au corps humain. L'alcool est un très bon diluant, notamment pour les huiles essentielles. Donc tous les vins médicinaux, la bière va permettre à la fois de créer de l'alcool dans le liquide et d'avoir en même temps ce côté extraction des molécules qui sont solubles dans l'alcool et les molécules qui sont solubles dans l'eau. Donc après, toutes les plantes qu'on n'utilise pas forcément, c'est ce que je vous disais, on a maintenant une vision moderne qui part avec une évolution douce, le naturalisme, l'alchimie, et après on avance vers les molécules très compliquées de synthèse avec Ça, c'est peut-être le plus gros souci, c'est la pose du brevet. Hein. C'est-à-dire qu'en 2021, qu'est-ce qui fait qu'un médicament est remboursé ? Eh ben, ce n'est pas du tout le choix du meilleur médicament. J'ai fait une intervention, j'avais été audité au Sénat sur comment les sénateurs étaient étonnés, parce qu'on ne sait pas ça. On pense que quand le médicament est remboursé, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Non, pour qu'un médicament soit remboursé, on va démontrer par des études qu'il a un effet bénéfice-risque supérieur à ce qui existe déjà. Ça, c'est facile à faire avec les études. Très facile. Très, très facile. Et derrière, quand on a eu cette autorisation-là, si on a suffisamment de personnel administratif, on va déposer ça au niveau de la sécurité sociale. On dit à quel prix vous nous le remboursez. Si vous n'êtes pas trop mal, vous arrivez à obtenir un remboursement. Vous avez un remboursement. Et ce remboursement, après, il faut juste le faire savoir aux soignants qui vont dire, puisque c'est remboursé, on va le prescrire. Est-ce que c'est le produit le plus efficace et avec le moins d'effets secondaires qui existe ? Je ne sais pas. Je sais juste qu'il a tout bien validé les étapes. Ouais, c'était ça. C'est presque financier. Non, pas du tout. Non, non, c'est une démarche qui existe, qu'on pourrait faire. En fait, on pourrait le faire, s'imaginer qu'on ait suffisamment de moyens et de cohérence, on pourrait le faire avec un hydrolat, avec les feuilles d'olivier. Moi, c'était l'exemple que j'avais donné. La feuille d'olivier, pour agir sur le diabète et surtout sur les statines, est une plante qui marche incroyablement mieux. La statine, c'était, à l'époque, quand j'avais fait l'intervention, c'était plus d'1 milliard d'euros. Les statines, vous connaissez, c'est les médicaments contre le cholestérol. C'est en gros 1 milliard à un moment, quand ça a été mis sur le commerce, c'était plus que ça, mais c'était 1 milliard de dépenses pour la Sécu. Le médicament pour les statines, il est intéressant à comprendre, vous avez trop de cholestérol. On a décrété à l'époque, c'est en train de changer, hein, que quand il y en avait trop, c'était dangereux pour la santé. Donc on a dit, on va faire un anti-cholestérolémiant. Sauf que la statine, elle empêche de fonctionner cette fameuse mitochondrie qu'on a vu fonctionner tout à l'heure, puisqu'elle baisse le taux de coenzyme Q10. Donc quand je prends des statines, je n'ai plus de cholestérol, mais en même temps, mes muscles, mes cellules fonctionnent moins bien. Donc j'ai des crampes. et le foie. Et le foie. Vous apprenez à l'inverse, vous prenez des feuilles d'olivier, vous allez avoir le taux de cholestérol qui marche, qui diminue, vous allez avoir le foie qui va mieux, vous allez avoir, puisque comme le foie va mieux, les triglycérides qui vont mieux, et vous avez tout le système vasoconstricteur qui crée que vous avez de l'hypertension qui va mieux. Feuille d'olivier. Et c'est dur à procurer ça. C'est dur à fabriquer. Et imaginez qu'on dise, plutôt que de mettre 1 milliard qui part à une solution, à une économie étrangère, on décide d'aider les agriculteurs à aller récolter les feuilles d'olivier de manière, en respectant l'olivier quand même, et on met ça à la disposition de manière remboursée aux Français. C'est du gagnant-gagnant parce que ça va coûter beaucoup moins cher. On va cultiver sur place, entretenir un écosystème économique sur place, et en même temps, plutôt que de lui faire baisser le cholestérol et lui avoir des crampes, et du coup, on va améliorer différents paramètres de son métabolisme et de sa physiologie. Ça, c'est une réalité qui est connue actuellement, que j'ai expliquée, mais simplement, on a du mal à le faire savoir. Et donc, du coup, il n'y a pas le processus, parce qu'il n'y a personne qui est capable d'aller demander un remboursement au niveau de l'organisme qui dit de montrer que ça fonctionne. Déjà, il nous faudrait déjà qu'on soit persuadé que ça fonctionne. Mais comme quand on sort de la fac, on ne pense pas que les plantes fonctionnent, moi, j'ai eu plein de fois, on me dit, mais oui, si tu veux, avec tes plantes. Ça coûte très cher. Hein ? C'est que ça coûte très cher.
Et puis, ben voilà, c'est ça. Mais même sans ça, c'est-à-dire même, tu vois, tu dis, tu es face à un staff de médecins, ou de pharmaciens, ou de tout soignants, chaque fois, ce que je vous dis, ben, vous êtes là, vous avez une affinité, mais on ne sera pas sur la même longueur d'onde. Pour eux, ça ne marche pas. Moi, je vois, ça ne marche pas. Hein, ça ne marche pas. Bah, si tu veux, mais si c'est sérieux, on va quand même arrêter de rigoler, quoi. Hein, donc souvent, c'est ce que j'avais au comptoir. C'est les rares fois où c'était des personnes qui ne venaient pas pour moi, mais pour une ordonnance. Je leur dis, bah, si vous voulez, par rapport à votre problème, on peut agir. Non, mais moi, là, c'est sérieux. Mais, mais donc je ne me bagarrais pas, parce que c'est normal, c'est comme ça. Hein, c'est pour bien comprendre, en fait, donc, en fait, la difficulté qu'on a, c'est qu'on doit, justement, c'est pour ça que je refais un peu de traversée des époques. On avait une époque où tout le monde pensait qu'il y avait un ordre auquel il ne fallait pas toucher. Il y a encore des civilisations dans le monde qui pensent ça. Hein. Il y avait aussi une époque où tout le monde avait une vision spirituelle, c'est-à-dire on savait qu'il y avait une puissance supérieure. Donc tout ça a commencé à partir en vrille à la Renaissance. Du coup, on a une époque où maintenant, on ne peut pas être scientifique et spirituel. Hein, souvent, moi, 10 fois, on m'a traité va faire tes sectes, va faire ton truc, en rigolant, bien sûr. Mais on donne le mot quand même, parce qu'à un moment, moi j'approche ce que je fais depuis là, et vous voyez que cette approche, elle est en train de changer, mais elle perturbe. Donc du coup, on va tout de suite mettre un terme qui permet de dire, ouais, mais comme ça, je ne m'y intéresse pas. Donc, en historique, l'aromathérapie, elle est intéressante parce que du coup, elle n'est pas si récente que ça avec la distillation, mais par contre, l'utilisation des plantes en fumigation, c'est très ancien. On a, à mon avis, la civilisation indienne, qui est une civilisation qui, à mon avis, est peut-être celle qui en savait le plus dans tout ce qu'on a pu savoir en même temps dans une époque. Ils connaissaient le fonctionnement du corps humain, ils connaissaient le fonctionnement énergétique du corps humain, ils savaient tout ce qu'il fallait mettre en ordre pour que le corps humain fonctionne bien. Et eux, ils utilisaient déjà beaucoup les hydrolats. Hein, donc parce que l'huile essentielle, je pense qu'on était à une période où c'était un peu trop costaud. L'huile essentielle, c'est déjà quelque chose de fort. Et donc du coup, je pense qu'effectivement, l'hydrolat est souvent utilisé en premier. Après, c'est pas vraiment de l'aromathérapie, mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, là on va en parler puisque c'est un peu d'actualité, c'est que pour avoir une momification, sur quoi on doit agir ? Hein, tout d'un coup, c'est aussi un bel exemple, vous avez un corps humain, tout d'un coup, il n'y a plus de conscience, elle disparaît, donc le corps humain, il est toujours le même, et là, tout d'un coup, les bactéries qui sont dans ce corps humain n'ont plus de chef, n'ont plus de cohésion, elles commencent à boulotter le corps humain. Avant, elles ne le faisaient pas, hein. 1 heure avant, elles ne boulottaient pas. Sauf quand la personne commence à être déjà sans vitalité, mais sinon, les bactéries, elles se tiennent à carreau jusqu'au décès. Et au décès, les bactéries, qui n'ont plus de projet collectif, elles se disent, bon, nous, ce qu'on veut, c'est survivre. Donc, on commence à boulotter le corps humain et on va le faire pourrir. On va avoir une putréfaction. On veut momifier, qu'est-ce qu'on fait? Les Égyptiens, ils jettent déjà les intestins, ils jettent le cerveau, ils savent que ça ne sert à rien. Et ils mettent plein de baumes aromatiques, donc des mélanges dans lesquels il y a de la girofle, du laurier, de la sarriette, de l'origan, plus plein d'autres choses, qui vont faire en sorte que tout d'un coup je mets un contexte dans lequel les bactéries ne peuvent pas se multiplier. Si je fais ça, la bactérie elle ne se développe pas, elle sèche sur place. C'est l'effet du congélateur. Hein, on va retrouver des alpinistes des années 1800, le glacier y fond, on voit qu'il y a un gars, il est toujours intègre, enfin c'est devenu des muscles qui sont tout secs, mais il a le visage, il a encore la peau, parce qu'il y a eu l'effet congélateur, les bactéries ne peuvent pas se développer, et donc du coup, c'est ce qu'on va faire avec les huiles essentielles. Après, ça c'était il y a à peu près 2000 ans, une nouvelle spiritualité qui arrive, Jésus, et en fait, les rois mages apportent l'or, l'encens et la myrrhe. Donc l'encens, maintenant vous le connaissez un peu plus, savoir qu'effectivement l'encens va me permettre d'avoir une vision du monde qui est intérieure et qui n'est pas liée à ce que je ressens au niveau de mes 5 sens. C'est-à-dire que le corps humain, ça c'est aussi intéressant à retenir, chaque jour et chaque seconde, il perçoit l'environnement
et il se perçoit en tant qu'être humain libre de cet environnement, en tant que conscience libre de cet environnement. Normalement, c'est un aller-retour entre l'un et l'autre qui fait qu'on est équilibré, en bonne santé, plutôt joyeux et pas très perturbé par ce qui se passe autour. Si vous n'êtes que dans le mode « je ne donne que de l'importance à ce que je reçois comme information que m'amènent mes 5 sens », ça sent le brûler. On m'a dit que tout allait mal, on m'a dit que tu allais avoir un découvert bancaire. Si je donne trop d'importance à ça, je vais le vivre réellement, parce que ça aussi c'est une nouvelle notion que j'amène pour le corps humain, pour l'homme dans tous les cas. Entre l'imaginaire et le réel, il y en a un qui gagne toujours. Le réel? Eh bien non, pas de chance, c'est l'imaginaire. Pour l'être humain, c'est l'imaginaire qui gagne toujours. Ça, c'est pour ça que c'était Émile Coué. Vous connaissez la méthode Coué, hein, de tout va bien, je vais bien, tout va bien. C'est en fait l'imaginaire, c'est ce qui va vous transformer le réel. Vous êtes sur une poutre, c'est l'exemple qu'il donnait, vous êtes sur une planche qui mesure 20 cm de large et qui fait 6 mètres. Et puis vous la mettez au sol. Je ne tombe pas. Maintenant, vous mettez cette même planche en haut là-haut. Et on vous demande de faire la même chose. Arrive l'imaginaire. Et si je tombais? Donc je suis en train d'arriver... Pour le corps humain, il n'y a aucun changement. La planche, elle fait toujours 20 cm. À un moment, vous amenez une notion qui n'est pas encore arrivée de danger, qui est dans votre imaginaire, et vous transformez le fonctionnement de votre corps. Je tombe, j'ai peur, je suis attiré par le vide. L'imaginaire va toujours gagner. Et ça, c'est important, d'où l'importance de ce qu'on va avoir en tant que soignant ou en tant qu'accompagnant. Et c'est comme ça que fait la publicité. Elle fait travailler quoi? Notre imaginaire. Si j'ai la voiture là, je vais être un beau gars. Si j'ai la superbe tenue, les superbes chaussures, je vais être une belle femme. Je prends toujours... Papa, c'est encore un truc du passé, ça. Je dis, mais quand même, en général, c'est quand même comme ça. Mais bon. Et donc, vous voyez qu'en fait, l'imaginaire est très important. Donc ça, c'est important. L'encens vous permet de vous couper de ça. Là, on était dans un mode qui est lié à nos 5 sens. Il y a un autre mode du fonctionnement de la conscience humaine qui est en dehors de tout ça. Et normalement, c'est pour ça qu'on doit dormir chaque nuit. Vous êtes dans ce monde-là. C'est pour ça qu'une personne qu'on empêche de dormir, de rêver, va mourir. Si vous n'emmenez la personne que dans un seul mode, ça ne va pas bien fonctionner. Le mode rationnel, il n'est pas tenable au long terme. Dans les tortures, dans les lavements de cerveau que faisaient les forces opposées dans tout ce qui s'est fait fin du XXe siècle, c'était vraiment basé sur empêcher la personne de dormir, le supplice de justement... et à un moment, le cerveau, il déconnecte, parce que vous l'empêchez de dormir, vous l'empêchez d'être ce qu'il est. Donc du coup, vous pouvez laver les croyances, les pensées, les choses comme ça. Et la myrrhe, elle est intéressante parce qu'elle est une huile essentielle qui est très intéressante, qui est aussi une oléorésine, et qui va permettre d'agir sur les cicatrices, mais à la fois psychiques et au niveau de la peau. Donc moi, la myrrhe, je l'utilisais souvent dans des mélanges sur des plaies anciennes, ou souvent quand il y a des blessures anciennes au niveau du corps, il y a aussi souvent des blessures psychiques par rapport au vécu qui a ramené cette blessure. Dans la mesure où c'est une blessure qui nous gêne. Donc la myrrhe, elle est donc en fait, là, les mages, ils étaient déjà un petit peu au courant qu'il allait avoir beaucoup de souffrance. Donc du coup, lui on dit, on va te donner la capacité de couper un peu de ce que tu vas vivre, en même temps, tu vas voir, grâce à ça... et puis il y a Marie-Madeleine, on en reparlera, qui lui amène le nard qui est aussi une huile essentielle très, très spirituelle, où en même temps on va être capable d'aborder l'inévitable. Souvent on l'utilise en fin de vie. Donc là, après, je vous trace l'histoire, mais aussi intéressant de comprendre qu'à l'époque, l'humanité a vécu des épidémies déjà, alors bien plus mortelles de ce qu'on vit maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, à l'époque, la plante était efficace. Et tout le monde connaît le vinaigre des 4 voleurs? Non? Vous ne connaissez pas? Non. En fait, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est intéressant aussi à comprendre qu'une épidémie ne survient pour une espèce animale ou humaine que lorsque les conditions de vie ne sont pas bien remplies. Donc en ce moment, le passage du Moyen-Âge à la Renaissance,
arrive ce qui se passe encore plus en ce moment. Il y a les personnes fuient la campagne et vont vivre en ville. Et ils sont en train de densifier Toulouse, Marseille, Paris, Bordeaux, sans qu'il y ait tout à l'égout ni l'eau potable. Donc vous mettez des gens dans des conditions, vous le voyez des fois dans certains films, où il y a en fait tous les égouts qui tombent au milieu de la rue, là, et vous êtes dans des conditions qui ne sont pas propices à la bonne santé. Ce qui peut immédiatement se reproduire quand il y a un tremblement de terre. Partout dans le monde, quel que soit le niveau de technologie, le niveau de soins auquel on est, si à un moment vous avez une ville dans laquelle il n'y a plus accès tout à l'égout et à l'eau potable, vous avez une épidémie qui émerge. Donc ce qu'ont vécu l'Europe à cette époque, on peut le revivre. Ça a été fait à Haïti de manière assez catastrophique avec le choléra qui est revenu instantanément. Pourtant ils avaient tout à l'égout, l'eau potable. Tout d'un coup, tremblement de terre, plus d'eau potable, plus tout à l'égout, épidémie de choléra. En fait, on n'est pas du tout protégé par le nombre d'hôpitaux. Ça, j'ai des études, je n'ai pas le temps de le mettre, mais qui montrent ça. C'est vraiment les conditions primordiales, c'est-à-dire est-ce que j'ai de l'eau propre et est-ce qu'on ne va pas vivre, entre guillemets, au milieu des égouts. Si tout ça est respecté, il n'y a pas d'épidémie. Là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a vu que la condition de vie dans laquelle vit effectivement l'occidental moyen est en train de péricliter. On n'est pas encore dans ces conditions-là, mais finalement, on l'a vu, comorbidité qui augmente fortement. Donc arrive un virus, on n'est déjà pas loin. C'est cette métaphore que je vous ai montrée. Donc en fait, à l'époque-là, il y a une densification qui se passe dans les villes et forcément arrive la peste, le choléra. Et à l'époque, les plus malins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient utiliser un vinaigre, donc une solution dans laquelle il y a de l'eau et de l'alcool. On mettait des plantes aromatiques dedans. Donc les plantes aromatiques, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont faire une macération, elles vont faire une transmission des principes actifs dans l'alcool et on va récupérer les principes actifs anti-infectieux de ces plantes qui sont la lavande, la cannelle, le clou de girofle, la menthe, il y avait aussi toutes les herbes de Provence. On a une formule qui est dans le codex pharmaceutique jusqu'en 1884 et si je m'imprègne le corps de ce vinaigre, avant d'aller dans les zones très infestées, je ne tombe pas malade, je peux donc aller dans les maisons qui sont abandonnées, prendre le butin, ressortir sans avoir été contaminé. Le vinaigre des 4 voleurs. La légende veut qu'en échange de leur vie, on leur a extrait la recette, mais ça je ne suis pas sûr qu'à l'époque, même s'ils avaient donné la recette, on les ait... Alors pour revenir à quelque chose de plus récent, on a Guet-Fossé. Le Guet-Fossé, lui, c'est le début du siècle, du XXe siècle, pas du XXIe. Et en fait, il y a à Grasse, et ça reste une zone avec un leadership mondial au niveau des odeurs, pour le parfum. Et c'est aussi ce que disait Laurent, m'être amené une notion, c'est que en 2021, 98% de la population des huiles essentielles est destinée à l'agroalimentaire ou à la parfumerie. Ce n'est pas du tout un usage médical. Et ça, c'est important dans le choix des produits parce qu'actuellement, il y a une grosse demande d'aromathérapie pour le soin, mais les circuits de distribution ne sont pas forcément faits pour un usage médical. Et donc, un usage agro-industriel pour faire de la lavande, pour avoir un arôme lavande dans une lessive ou dans un produit, n'est pas du tout pour moi les mêmes demandes qu'une production artisanale maîtrisée pour sa santé. Et ça, on n'en parle pas du tout. On dit les huiles essentielles, mais de quoi on parle? Donc vous voyez, ça c'est aussi déjà une notion qu'il faut apporter. Donc lui, il est là, à un moment, il se brûle. Et quand il se brûle, il a le réflexe de mettre beaucoup d'huile essentielle de lavande dessus. Ça marche de manière incroyable. Magali me disait encore il n'y a pas longtemps, le chauffagiste vient ici pour la distillerie, il met le tuyau sur le tuyau qui est à 100 degrés, sa main reste collée, il réussit quand même à le décrocher. Donc vous voyez que il met de la lavande, de la lavande, de la lavande, et le lendemain il n'y avait rien, quoi. Mais ça, vous pouvez le faire si vous avez la mauvaise expérience. Vous pouvez le faire pour de vrai. Hein, on va le revoir. Toutes les lavandes fonctionnent, mais c'est plutôt la lavande aspic. Mais en fait, vous pouvez faire l'expérience cette semaine. Hein, vous faites une bonne tarte, vous mettez votre bras contre le four. Ouais. Et donc si vous mettez de l'huile essentielle tout de suite, et là arrive une notion qui est déterminante, qui fait que souvent les plantes ne marchent pas, c'est qu'au début, la plante, elle va devoir être utilisée très fréquemment.
quand il y a un changement de santé qui est rapide, que ce soit infectieux, brûlure, écorchure ou dépression, si c'est vraiment un gros déclic qui arrive, on doit agir plusieurs fois par jour. Ça, c'est vraiment une leçon que si vous avez retenu ça, c'est ce qui fait que ça marche. Hein. Sur une maladie infectieuse, ce qui fait qu'on est commencé à être malade, on n'est plus malade 3 jours plus tard, on s'est traité. Mettre des huiles essentielles, des hydrolats, des plantes le matin et puis revenir le soir à la maison en disant ça va vraiment pas, ça marche pas. Si je me suis brûlé et que je mets juste de la lavande, ça y est, on m'a dit la lavande c'est magique. Et puis vous allez au boulot, vous aurez venir, la brûlure elle sera là. Par contre, vous avez de la lavande, vous en remettez, vous en remettez. Et à un moment, vous allez voir que vous oubliez qu'il faut en mettre parce qu'il n'y a plus de brûlure. Donc ça, c'est important à retenir. Il va initier en fait une aromathérapie moderne, scientifique, qui part plutôt de la France, qui va très vite au Canada, aux États-Unis, et maintenant on est au niveau mondial avec une utilisation de l'aromathérapie qui n'est pas encore très répandue par voie orale. On devait aller, ça s'est pas fait, est-ce qu'on y retournera? On devait aller au Japon, leur apprendre il y avait des conférences qui étaient prévues en mars 2019. On devait partir, on avait les billets d'avion et c'est passé un truc. On n'est pas parti. C'est passé un petit truc. Mais pourquoi? Parce que les Japonais utilisent beaucoup les huiles essentielles mais n'osent pas les utiliser pour leur santé. Pour leur bien-être, mais pas pour la santé. Alors que nous, en France, on a cet atout de l'utiliser vraiment depuis quand même 30, 40, 50 ans avec Valnet, Francôme, Dominique Boudou, Pranarome, qui maintenant s'éloigne de Pranarome. Mais tout ça, en fait en sorte qu'on a quand même du recul. Hein. Après, on a ce recul. Donc ça, maintenant, on est en 2021 avec des huiles essentielles qu'on aimerait voir plus utilisées parce que franchement, sur un exemple tel que les problèmes infectieux, moi j'ai pas d'échec où il se passe rien, j'ai pas de situation où c'est rien passé, quoi. Quand on met de l'aroma bien fait avec des bonnes concentrations, quelle que soit l'infection, on restera très vague, ça marche. Hein, j'ai pas vu de choses qui marchaient pas. On peut voir par contre quelqu'un qui n'a vraiment aucune condition de vie qui est bénéfique, c'est-à-dire quelqu'un qui est en fin de vie, qui ne mange pas bien, qui est dans un environnement familial instable, avec une borne d'EDF, un gros compteur électromagnétique en dessous de sa chambre. Là, les huiles essentielles, ça ne va pas marcher, quoi. Ça va un peu l'aider, mais... Et ça, c'est important de prendre tous les paramètres. Je profite de cette matinée pour le faire. À un moment, il y avait une éleveuse qui avait des chevaux, et elle me dit, c'est bizarre, j'ai 6 chevaux, il y en a 5 qui ont la maladie de Lyme. Je lui dis, il y a un truc qui ne va pas dans l'environnement. Ah non, elle me dit, c'est un grand pré, en pleine nature, tout va bien. Je lui dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a peut-être une ligne électrique. Oh non, non, non. Elle revient me voir la semaine d'après, elle me dit, ah, vous aviez raison, il y a une grosse ligne. Elle ne faisait plus gaffe, quoi. C'est en fait, quand il y a un moment, il y a un environnement, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à la normalité, c'est que l'environnement n'est pas bon. Et ça, je peux vous l'affirmer, j'ai 30 ans d'expérience de ça, j'ai toujours trouvé, quand je cherchais, l'anomalie de l'environnement. J'ai jamais vu un cas infectieux grave ou une maladie qui n'évolue pas avec les plantes, s'il n'y a pas un truc majeur à changer dans l'environnement. Vous l'avez aussi, par exemple, avec un enfant qui ne dort pas la nuit, mais qui va dormir là. Même s'il n'y a rien de branché. Hein. Vous déplacez son landau, vous le mettez là et il dort. Donc en fait, il y a tellement de paramètres qui sont plus bons maintenant qu'on ne sait plus. Et en général, c'est pour ça que là, je vous alerte ce matin. C'est pour ça que je prends le temps. Hein, je pourrais tout de suite attaquer les formules et tout ça. Mais en fait, je vous alerte en vous disant, quand vous voyez que les plantes et les huiles essentielles que vous avez appris à utiliser, tout d'un coup, vous avez un patient, ça ne marche pas, il vous dit que ça ne marche pas, soyez confiant dans votre conseil, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas passé. Soit il a mal appliqué, la fréquence, soit il y a quelque chose dans l'environnement qui est largement défavorable. De nos jours, c'est souvent du stress, soit familial, soit professionnel, soit les deux, soit sociétal, les trois. Ça va mal au boulot, ça va mal à la maison et la société ne va pas bien. Et quelqu'un qui est sensible, en ce moment,
il ne va pas bien, quoi. Donc, c'est vraiment tout ça. Mais là, effectivement, les plantes, vous avez le vélo, vous avez un bon bonhomme, vous avez un vent de face qui se renforce. À un moment, il faut retourner un peu le vélo pour souffler ou au moins s'arrêter, quoi. Arrive, pour terminer ce matin, la notion de totem qui est extrêmement importante parce que la notion de totem, elle est déterminante. Et ça, on va prendre l'armoise annuelle, qui est une plante que j'adore, que vous pouvez semer dans vos jardins, que je vous invite à semer dans votre jardin. Vous achetez des semences, ça ne coûte rien, et vous la récoltez. C'est une plante anti-infectieuse majeure qui est assez bénéfique sur le cancer et qui pousse comme une mauvaise herbe. Le plus dur, hein? Eh ben non. Non, mais après, la difficulté, c'est de faire... Tu arrives à avoir les pousses? Ben, j'en ai eu des magnifiques l'année dernière. Cette année, il n'y en a pas une qui est sortie. Alors, d'où tu redécouvres la sagesse des anciens de toujours avoir une récolte d'avance. Parce qu'effectivement, la nature, elle va te faire qu'une fois sur 3, une fois sur 4, tu n'as pas de tomates, tu n'as pas de trucs. Et oui, donc on doit toujours avoir de l'avance. Hein, ça. Donc en fait, on revient sur l'armoise. Je l'aime bien parce que c'est un bon exemple, puis je la maîtrise bien. Donc vous voyez que déjà, là, on est en 1000 avant Jésus-Christ. On dit, tiens, l'armoise, elle pourrait éventuellement traiter les fièvres. On est 1000 ans avant Jésus-Christ quand même, c'est pas mal. Alors en fait, l'armoise, elle est intéressante parce que du coup, elle va être déjà redécouverte par les Vietnamiens qui se bagarrent contre les Américains au Vietnam. Et tout le monde a le palu. Et à un moment, les Vietnamiens, on n'a pas les mêmes moyens. En plus, on a le palu, les Américains ont le palu, mais il faut au moins qu'on soit en forme. Donc ils vont quand même aller voir les Chinois en leur disant « mais vous n'avez pas des savoirs ancestraux pour le palu ?» Les Chinois ils disent « bon, c'est quand même face aux Américains, on va quand même vous donner le truc qu'on ne vous aurait pas donné d'habitude, mais utilisez l'armoise. » L'armoise fonctionne à 100% sur le palu. Je vais revenir dessus. Donc déjà, on voit que ça marche. Après, elle est intéressante, l'armoise, parce que du coup, c'est une mortalité. Vous voyez, quand on parle de mortalité, il y a quand même 1,2 million de personnes qui meurent chaque année, surtout des enfants. Et on est parti sur une médecine de synthèse, alors que l'armoise fonctionne à 100%, ça je vous l'affirme. Elle est intéressante, l'armoise, parce que du coup, c'est l'Artemisia annua. Et vous savez qu'il y a Yu Tzu, c'est un prix Nobel de médecine, qui a dit c'est l'artémisine contenue dans l'armoise qui est efficace. C'est une molécule. Alors génial, du coup, au niveau des protocoles OMS, on va avoir Madagascar qui cultive beaucoup d'armoises pour aller chercher l'artémisine dans l'armoise et on jette le reste. Et puis ils vont faire des médicaments et on va voir que ça marche bien, mais pas autant que ceux qui utilisent l'armoise plus. Après, comment on va utiliser l'armoise si on veut soigner le palu? Eh ben, en gros, je vais prendre 20 grammes d'armoise, c'est ça? C'est celle que j'ai prise en photo. Vous la mettez dans de l'eau chaude. Vous laissez infuser, faites une tisane, et vous allez boire le litre de la tisane pendant 5 jours déjà, pof, nickel. Une tisane? Ah ouais, mais une tisane, ça peut soigner? Eh ben oui. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait une tisane? Donc je prends des plantes, je mets dans l'eau chaude se colore, c'est une extraction de principes actifs qui est en train de se faire. Les principes actifs sont passés de la plante à l'eau. Je prends ma tisane, si vous avez suivi la recommandation, ce qui est marqué sur le paquet, vous avez fait un remède. Vous aviez une digestion lente, vous prenez de la mélisse ou une autre plante, ça va mieux fonctionner derrière. Donc la tisane fonctionne. Vous faites une tisane de queue de cerise, quand on veut me demander si les plantes ça marche, ben, essaye une infusion de queue de cerise. Puis surtout, essaye d'avoir des toilettes juste derrière. C'était pourtant qu'une tisane. Et après, on me demande, mais les plantes, est-ce que ça marche longtemps? Il n'y a pas une affaire d'adaptation. Qui prend du café ici? Et le jour où vous ne prenez pas votre café, il ne vous manque pas un truc? Eh si. Donc le café, tous les jours de votre vie, il vous aide à avoir une modification de votre physiologie. Il va être sympathico-tonique. Il vous aide à être appuyer sur l'accélérateur. Je n'ai pas dit qu'il fallait le prendre tous les jours, mais dans tous les cas, depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans que vous prenez du café, ça marche tous les jours. Le jour où vous ne le prenez pas, ça ne marche pas. Vous le reprenez le lendemain, ça marche. Donc les plantes, premier truc à retenir qui est extrêmement important, il n'y a pas d'adaptation. Il n'y a pas d'accoutumance. D'accoutumance plus qu'adaptation. Donc ça, c'est extrêmement important. Après, arrive, et ça, c'est pour ça que j'en parle de l'armoise, qui n'est pas une huile essentielle, c'est qu'en fait, on va parler de l'extraction, de la qualité de l'extraction. Lorsqu'ils ont fait les études avec Lucille Vernet, c'est la maison de l'Artemisia,
Ils étaient au Sénégal et ils s'apercevaient que dans un village ou dans plusieurs villages, systématiquement, ça soignait le palu et dans l'autre village, ils n'arrivaient pas. Ils avaient la même plante, ils leur donnaient les mêmes Artemisia annua et ça ne marchait pas. Et ce n'est qu'avec recherche qu'ils ont vu qu'en fait, dans les autres villages ou le village dans lequel ça ne marchait pas, en fait, ils ne chauffaient pas à 100 degrés. Qu'est-ce qui se passe si vous mettez votre infusion dans une eau tiède? Est-ce qu'elle se colore aussi bien? Il n'y a pas l'extraction complète. Vous n'avez pas le remède qui est complet. Faire le lien avec les hydrolats, avec les huiles essentielles, si vous distillez mal, vous avez bien 1 litre d'huile essentielle ou 1 litre de tisane, mais ce n'est pas les mêmes. Il n'y a pas la bonne extraction. Donc de quoi on parle quand on parle d'huile essentielle ou quand on parle d'hydrolat? Quand Laurent il dit que dans son hydrolat, il y a 250 grammes de plantes pour 250 grammes d'hydrolat, c'est très rare. Donc effectivement, quand on les utilise pour sa santé, ce n'est pas du tout les mêmes choses. Donc vous pouvez avoir un hydrolat qui ne se garde pas et qui n'aura pas d'action, et l'autre qui aura une action. Et puis après arrive ce qu'on va parler derrière, le totum. Après, je reviens sur aussi la particularité qu'a une plante à être active parce qu'elle est plante. L'Artemisia annuale contient de l'artémisine. Parfait, c'est normal. Yu Tzu a dit que c'était bon pour le palu. Mais en Afrique, ils ont aussi l'Artemisia afra, c'est plus un buisson. Elle ne contient pas d'artémisine, mais elle marche à 100% sur le palu. Donc c'est donc pas l'artémisine qui marche sur le palu, mais bien la plante. Et ça, on le retrouve dans plein de domaines. Il y a bien la plante qui a une indication, et ce n'est pas une molécule qui aura la puissance d'action. Et si on a fait une belle extraction, que ce soit des tisanes, des plantes, des huiles essentielles, des hydrolats, et qu'on a le totum de la plante, vous aurez l'action. Et la cerise sur le gâteau, vous aurez très peu d'effets secondaires, parce qu'il n'y aura pas une molécule qui aura été mise, mais des centaines de molécules. Et il y en a plein qui seront là, on ne sait même pas c'est quoi leur boulot, mais dans tous les cas, elles vont vous empêcher d'avoir des effets secondaires. Elles vont même aider une autre partie de votre corps à fonctionner, que vous ne saviez même pas qu'il fallait l'aider à fonctionner. Ça, c'est la phytoaroma dont je vais me parler. Des produits de qualité, bien extraits, on sait que tout ça a un totem de plantes, et c'est ça qui va faire que ça marche. C'est pour ça qu'on appelle Totem extra, ouais. Tu me feras en reparler. Ouais. Parce que là, du coup, c'est encore une notion différente, parce que c'est olfactif. Et on va voir que si on a le totem, eh ben, du coup, c'est trop fort olfactivement, parce qu'on a toutes les odeurs. L'huile essentielle avec l'artémisia. Non. C'est ce qu'on reverra. On va le voir pendant 2 jours. Il y a des plantes qui n'ont pas d'huile essentielle. Mais par contre, elles sont actives. Hein. Et donc là, regardez, donc ça, c'est une étude qui a été faite en double aveugle. On a quand même fait bosser. Donc là, l'artémisia sur la bilharziose, 90% de guérison avec une tisane contre le praziquantel, qui est un antiparasitaire médicament, 65%. Randomisé palu, 957 patients, 99,5% de guérison avec une tisane. Le protocole OMS avec l'artésunate, donc l'artémisine, amiodiaquine, donc une chloroquine mélangée, et encore une molécule, 80%. Et l'avantage, c'est que ça peut être donné à des bébés. Et pourtant, actuellement, il y a encore une bagarre en Afrique pour que ça répande, parce que derrière, il y a une vraie bagarre, à la fois avec la chimie, qui a ça, et puis en même temps, avec aussi, en Afrique, ça existe encore beaucoup, des gens qui vendent des remèdes, qui vendent assez cher, des mélanges de plantes, et qui ne veulent pas que le résident africain ait une armoise qui pousse dans son jardin, qui récolte chaque année, et fait en sorte qu'il y en ait pour soigner le village. Le palu est éradiqué à 100%. Regardez sur les nombres d'œufs qu'on peut avoir quand on a une bilharziose. Donc là, vous avez le praziquantel, l'annua et l'afra. Donc les deux, donc c'est toujours une tisane. Là, vous avez le praziquantel, le médicament allopathique. Vous avez les 2 tisanes. Le nombre d'œufs au début du traitement. Et regardez ce qui se passe, c'est que très rapidement, vous avez 0 œuf qui vous reste dans le corps, alors que sous praziquantel, il y en a encore une partie. Donc en fait, on est bien face à une plante qui, sous forme de tisane, a une action bien plus puissante que des molécules chimiques sélectionnées depuis des dizaines d'années par l'approche classique, et pourtant, ça n'est pas encore appliqué complètement. Là, voilà l'armoise. Hein. Et en plus, c'est une plante, quand elle pousse, c'est génial, vous la coupez à un moment, il y en a encore qui repoussent, et donc vous allez jusqu'à ce qu'il y ait les floraisons.
Ça sent bon et vous n'allez pas accueillir, il ne faut pas attendre que les fleurs fanent. Hein. C'est dès que les fleurs sont là, vous coupez. Eh ben, en fait, c'est une maladie qui est, qui est très anti-infectieuse. Donc dès que tu as une maladie infectieuse qui arrive, virale, ou si par exemple tu as des personnes qui ont du cancer dans ta famille, bah, tu vas leur faire, ils prennent régulièrement l'armoise, parce qu'on sait maintenant, on n'en reparlera peut-être pas pendant 2 jours, mais qu'il y a beaucoup de cancers qui sont en lien avec des facteurs microbiens qui sont présents dans le corps. Il y a des cancers qui sont liés à des virus présents. Quant à ce virus, il y a plus de chances que le cancer continue. Maintenant, on a même des approches antivirales sur des cancers, certains cancers. Elle est antiparasitaire. Hein. La bilharziose, c'est un parasitaire. Donc tout ce qui est parasite, et dans le mode de vie qu'on a actuellement, on peut souvent être parasité. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans l'époque actuelle, soumise à des virus. Par exemple. Ça se trouve où, ça? Maladie de Lyme, ouais. Alors en fait, soit tu l'as, parce qu'en fait, pour l'instant en France, les pharmaciens ne peuvent pas en avoir. Hein. Par contre, parce que ce n'est pas une plante qui est autorisée à la vente en pharmacie. Et donc en fait, tu peux en avoir dans certains sites internet. À la maison de l'Artémisia, tu peux en avoir, là il faut faire un don. Mais sinon, le plus simple, c'est vous allez des associations comme Cocopelli, vous achetez à 1 € les 200 graines. Vous faites au printemps des petites... Alors ça, il y a des tutos, hein. C'est assez compliqué parce que c'est des graines, elles sont toutes fines. Donc vous avez les petites boutures et après vous les remettez dans votre jardin, vous arrosez régulièrement, puis ça passe. Et après vous récupérez les graines l'année d'après. Et là, pour soigner une famille, un plan comme la table, ça suffit. Hein, parce que là, vous en mettez 50, vous allez avoir un buisson comme ça d'artémisia, vous coupez, vous faites sécher, vous pulvérisez, c'est bon. C'est pas très dur à faire. Hein. Ça fait partie des plantes qu'il est intéressant si on a un bout de jardin à avoir. Parce que du coup, au niveau de l'approvisionnement, ça se garde assez longtemps. Une tisane bien séchée, c'est 2-3 ans que ça se garde bien. Hein, donc, toute la plante. Hein, sur le rameau que je vous ai montré là, ouais, c'est vraiment ça. Hein, et là, du coup, dans une eau bien chaude, mais après vous tapez sur Internet. L'avantage, pendant 2 jours, j'essaie de vous donner une vision globale. Et on aura des recettes, mais pas tant que ça, mais vous allez voir qu'en fait le but c'est d'oser et qu'en fait comme il n'y a pas de risque, on va oser et puis si à un moment on a un doute, on va sur Internet. Moi je trouve que c'est assez bien fait encore actuellement et on peut avoir la confirmation que dans tel site ils mettent telle huile essentielle, tel hydrolat. Sinon après par rapport à ce qu'on a vu, je vous avais des beaux tableaux, vous allez voir ça va bien vous aider. Donc en fait ce qui est intéressant là, j'ai pris l'exemple de l'Artémisia. Déjà, c'est parce que c'est intéressant de la faire connaître, que tout le monde peut en se mettre dans son jardin, qu'on peut tous la partager, elle est gratuite. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette notion de totem qui est une philosophie qu'on a du mal à partager avec quelqu'un qui a une philosophie qu'allopathique. Moi, je suis de culture allopathique, j'ai été bercé comme ça dans mon éducation à la faculté, et j'ai les deux. Et je garde les deux, je précise bien que je garde les deux, hein, parce qu'il y a plein de personnes que je n'aiderai que par l'allopathie. Par contre, quand on a les deux, on a une richesse. Mais en même temps, ce qui est difficile de fois, c'est qu'on a du mal à communiquer à quelqu'un qui n'a qu'une culture. Et notamment au niveau du totem, c'est de comprendre que quand on utilise des plantes, on a un ensemble de molécules qui sont actives et une plante va avoir une fonction, une indication, et ce n'est pas une molécule. En allopathie, c'est une molécule unique qui aura une fonction unique, très forte, très contraignante pour le corps, c'est pour ça que ça marche bien, mais en effet aussi beaucoup d'effets secondaires, parce que du coup on va agir sur des paramètres qu'on ne voulait pas agir, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir entre guillemets lié à ces autres molécules. Donc en fait le totem c'est une substance, en allopathie on a une substance, on l'isole, on la concentre, on cherche à agir sur un seul paramètre physiologique. Du coup, on a des effets secondaires. Plus on concentre la substance, plus on l'isole, plus le bénéfice-risque diminue, plus il y a des risques de surdosage. A l'inverse, quand on préserve le totem, on a plusieurs dizaines de principes actifs, des fois en très petite concentration, c'est ce qu'on va voir sur les hydrolats ou sur les huiles essentielles, mais on garde mais c'est tout le temps le cas, plusieurs indications thérapeutiques avec très peu d'effets secondaires.
Et en même temps, c'est 5 grammes par tasse pour une tisane, c'est rien. On est loin de l'effet toxique. Donc on a le double bénéfice de dire j'ai pas beaucoup de principes actifs, j'ai quand même une action qui est assez transversale, j'aurai une efficacité et pas d'effet secondaire. Ça, c'est la phytoaroma qui devrait être transmise partout. Et plus la qualité de production sera grande, plus le totum sera conservé, donc de l'intérêt d'avoir des bons producteurs, une bonne extraction. C'est sûr que quand on commence à faire de l'extensif avec des engrais et des choses comme ça, vous n'avez plus, c'est en gros une tomate qui n'a plus de goût. Si une tomate n'a plus de goût, c'est pas qu'elle a plus de goût, c'est qu'elle a plus de principes actifs. Elle n'a plus de vitamines, elle n'a plus de principes que la plante a créés. Donc on aura moins d'effets secondaires, ça c'est fondamental avec les huiles essentielles. Moi j'ai jamais eu d'huile essentielle qui crée des allergies avec des producteurs de bonne qualité. Jamais. J'ai eu des allergies, mais toujours avec des gammes qu'on retrouve dans les pharmacies qui sont maintenant avec un essor qui leur donne l'incapacité de contrôler la qualité de production. Des gammes très connues. En allopathie, le principe actif est plutôt anti-inflammatoire, anti-hypertenseur. Et donc en ce moment, seules les plantes ont des vertus proactives. Cholagogue, mon foie va faire plus de bile. Digestif, cholérétique, il va avoir plus de sécrétion de bile. Eupeptique, je vais mieux digérer. Stomachique, mon estomac va mieux fonctionner, hormonal, circulatoire, hépatique. Et en fait, de ce fait, l'association des deux approches est très complémentaire. Je prends l'exemple de la prêle, parce que du coup, on a un peu dépassé, mais juste comprendre que quand on prend une plante, on a vraiment souvent le résultat qu'on va obtenir qui va être fait de manière complète. C'est par exemple, si je prends de la silice sans le complément qu'il y a dans une plante que sont l'ortie, le bambou, la prêle, on peut avoir un transfert de l'os qui est plus de l'os vers les tissus. Alors que la prêle, par ses constituants multiples, va favoriser la minéralisation de l'os. C'est-à-dire qu'il y a de la silice dans l'os, on en a besoin. Mais si j'ai que la silice, donc les gens qui prennent des compléments alimentaires où il n'y a que de la silice, ils ont tout faux. Il faut de la silice plus un petit peu d'ortie, de prêle ou de bambou. Et quand il y a les deux, du coup, va se passer ce que vous voulez obtenir. Et puis dans les huiles essentielles, il y a aussi ce qui est intéressant, c'est que quand on prend une lavande, justement, on va avoir des alcools, mais aussi des esters. C'est-à-dire que des molécules qui sont plutôt, si elles étaient hyper concentrées, le linalol, anti-infectieuses très fort, mais irritantes. À l'inverse, il y a des esters, c'est des molécules qui sont apaisantes. Quand j'ai une bonne huile essentielle de lavande aspic, de lavandin, j'ai les deux quand même. Et donc je ne serai pas irritant. Je serai quand même anti-infectieux, mais je serai plus irritant. Par contre, si on prend tous les cosmétiques qui ont un linalol de synthèse, là, je vais être irritant. Et la fameuse loi qu'était en train de dire Laurent, c'est qu'on met tout dans la même catégorie. Tout ce qui contient du linalol sera considéré, étiqueté comme étant potentiellement toxique. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que s'il y a l'autre molécule à côté, ben, c'est plus irritant. Voilà. Donc c'est ce qu'il voudrait Laurent, ou ce que voudraient certainement ceux qui voudraient avoir cette vision, c'est qu'il y a un produit agricole avec une plante, avec un totem, ou alors la plante et l'huile essentielle n'est que la somme de molécules dont certaines individuellement sont toxiques. Et ça c'est ce que je vous disais, c'est exactement le bon exemple. Philosophiquement, on a deux visions différentes qu'on n'arrive pas toujours à emboîter. Si on a les deux, pour moi, c'est bien. Si on n'en a qu'une, ben, forcément, on perd une dimension de ce qui est bon et pas bon. Donc en fait, je termine dessus, quand on a une bonne distillation, on verra la distillation, notamment demain, vous aurez une distillation de basilic, on en reparlera. Donc une qualité bio-industrielle, c'est des gros conteneurs dans lesquels on va mettre beaucoup de plantes et puis on peut prendre les grosses ramures ou juste les petites ramures, enfin bref, et on va distiller à haute température et pas longtemps. Et bien là, on va extraire une partie des principes actifs. Et à l'inverse, quand on a une qualité artisanale, comme ici, et ben en fait, on va avoir la même plante, là c'est le pin sylvestre, il en parlait, on va avoir en fait une extraction de toutes ces molécules-là qui n'existent pas dans pratiquement tous les gros fabricants de l'huile essentielle en pharmacie. Ça, c'est une huile essentielle de pharmacie. Ça n'existe pas. C'est-à-dire ces molécules-là, elles n'existent plus dans le mélange. Et donc, du coup, vous avez des bronches un peu irritées, inflammées. Eh ben, on pourra le faire. Là, vous avez, j'en ai pris un peu trop, mais c'est pas grave. Là, c'est du pin sylvestre. Il est pur, hein? Oui. Ben, j'ose le faire. Vous allez voir, c'est presque un bonbon anglais.
Alors c'est quand même... Vas-y, je te fais passer. Vous allez voir qu'en fait, là, on a une huile essentielle, c'est celle-là. C'est très agréable, très doux, très agrume. Faites ça avec d'une autre gamme. Wow, ça va arracher, quoi. Alors, faites-le, ne le fais pas. Hein. Tu pourras le faire, en fait, mais il vaut mieux éviter, comme elle est enceinte. En fait, ça, c'est ce qu'on va faire là, c'est ce qu'on ne doit pas faire. Mais je vous dis de faire ce qu'on ne doit pas faire pour que vous puissiez tester. C'est assez doux, tu ne sens pas de brûlure. Non, pas du tout. Et là, on est à 100% d'huile essentielle. Mais là, c'est une super qualité. C'est presque bonbon anglais, hein. Tu es d'accord? Oui, c'est agréable. Et donc, et tu vas voir la longueur en bouche, vous allez avoir du subtil qui va arriver. Là, au côté énergétique, si tu le sens, on sent que ça centre. Tu le fais avec une autre huile, tu n'as ni le centrage, mais surtout, tu as l'agressivité. Hein, tu vois? Ah oui, ça monte, ça... Hein? Alors ça, c'est de quelle huile essentielle on est shooté, c'est avant le repas. En fait, on peut mesurer avec des nouveaux appareils maintenant l'émission électromagnétique de l'huile essentielle sur des hautes fréquences. Ça, c'est l'huile essentielle Essentiaga, par exemple. On voit qu'il y a un beau rayonnement. Et ça, c'est un gros pâté lié à une huile essentielle non bio. Et en fait, quand on mesure, on va voir que l'huile essentielle de bonne qualité, artisanale, elle va avoir une biocompatibilité à 85%, alors que l'autre huile essentielle non bio, mal distillée, elle a une biocompatibilité à 7%. Une valeur énergétique 13 845, 6 243. Ce n'est pas du tout le même produit dont on parle. Et pourtant, c'est de l'huile essentielle. Et ça, en fait, on peut le mesurer entre de l'allopathie. Par exemple, vous avez le générique, pas générique. Vous dites, c'est la même chose. Mais si vous faites une mesure, ça, c'est le laboratoire 1. Le médicament, il a une belle énergie. On reste que dans l'allopathie, on est dans la synthèse. Regardez le laboratoire 2. Après, c'est ce que je vous montre aussi, c'est que ça, c'est le doigt de l'être humain. Et ça, c'est les médicaments pour le psoriasis. Si la personne elle a du psoriasis, il y a un échange électromagnétique qui se passe entre le doigt du corps humain et les médicaments allopathiques. Pour le psoriasis, si j'ai un patient témoin, il n'a pas de psoriasis, il n'a pas d'échange énergétique qui se passe entre son doigt et les médicaments. Il n'a pas besoin d'aller chercher l'information. Ça, c'est la partie subtile qu'on n'en parle pas. Si on voulait l'utiliser maintenant, on pourrait. Mais alors là, ça ne serait pas en faveur de tout ce qui est en place. C'est-à-dire que tous nos tiroirs de pharmacie, ils vont complètement changer. Donc en fait, les preuves, les connaissances, pour terminer sur ce matin, elles existent dans plein de domaines, mais en même temps, elles ne sont pas utilisées. Donc moi, ce que j'aime partager, c'est de dire, avant d'aller chercher une nouvelle technique, un nouveau médicament ou une nouvelle approche, et si on faisait l'état de nos ressources et de voir qu'effectivement, avec tout ce que je vous ai déjà dit ce matin, vous avez déjà plein d'infos, vous les aviez déjà, on peut déjà changer beaucoup de choses. On va être hyper efficace dans plein de domaines. Toutes les pathologies qu'on a actuellement, en ce moment, quelque part, c'est ce qu'on appelle des pathologies de civilisation, c'est-à-dire que c'est en fait le mode dans lequel on a mis l'être humain qui ne sont plus les bons modes, les bons environnements, et qui va faire en sorte que ces pathologies émergent. C'est ce qu'on a vu tout au début. Ça n'existait pas, c'est présent. Et ça, je suis hélas un peu pessimiste, si on ne change pas, si on continue, cette métaphore que je vous ai faite, si on continue à monter en altitude en montagne, après, vous pouvez mettre tous les engrais, tous les produits que vous voulez, si vous voulez faire pousser des légumes à 3500 mètres, ça ne poussera pas. Il faut redescendre dans un endroit où là, éventuellement, on peut faire de la permaculture ou mettre des engrais, mais il faut se mettre dans un endroit où les processus sont en place pour que la vie se développe. Et là, actuellement, on est en train de créer des endroits qui ne sont pas propices. Quand vous avez des endroits à forte zone électromagnétique avec une nourriture qui n'est qu'industrielle, avec des personnes qui ne bougent plus, vous ne pourrez pas les aider à aller mieux. Quel que soit le médicament, même à 1 000, 1 500 €, moi je le vois bien sur les thérapies nouvelles qui arrivent en pharmacie, ça dure 2-3 ans leur amélioration. Et après, ça ressort. Parce que vous n'avez rien changé à ce qui avait provoqué. Après, on n'est pas tous pareils, il y a une certaine fragilité pour certains, c'est sûr. Mais dans tous les cas, votre pot de fleurs, si vous le redescendez dans des bonnes conditions, vous l'avez avec vous en randonnée, vous la ramenez là où ça gèle moins, où il y a moins de vent et où la température et l'oxygène sont meilleurs, il repousse. Vous avez beau lui mettre tout l'engrais que vous voulez, vous le remettez en haut, il va à nouveau disparaître, quoi.
Donc ça, c'était la structure de ce matin et en résumé, se souvenir que ce qui est intéressant au niveau des plantes, des huiles essentielles, des hydrolats, ce qui est extrêmement important, c'est la qualité du début de la plante, d'où elle vient, comment on la récolte, comment on la transforme pour en faire un remède, et que vous voyez que même quelque chose qui est efficace, bien produite, si elle est mal transformée et mal mise la transformation dans le remède ne s'est pas fait complètement, on peut passer à côté. Et puis après, on va voir que normalement, c'est ce qu'on va voir à l'après-midi, la toxicité elle est devenue très faible, parce que pour avoir un effet, ce n'est pas des grosses concentrations, et que du coup, on va pouvoir, si on remet les bons paramètres du vivant en place, avoir des résultats fantastiques. Et c'est ce qui s'est passé, moi, en plus de 20 ans de pratique santé naturelle. J'ai jamais vu de choses stagner, sauf, toujours pareil, en alerte, si ça stagne, il y a quelque chose qui est pas bien et qu'on... Hein, en dehors. Et souvent, de plus en plus, le psychique et l'électromagnétique dont on ne parle pas assez. Hein, c'est quelqu'un qui habite en dessous d'une antenne ou tout d'un coup... Ouais, donc ça, c'est ce que je reconseille. Hein, on ne dort pas avec le téléphone portable sous l'oreiller pour mesurer votre temps de sommeil. Il y en a qui font ça maintenant.